Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. Li lay bolé ci lépp li tax ba duñ la fàtte. Il est 6h30 et je suis très heureuse de vous retrouver pour démarrer la semaine avec vous. Comment allez-vous ce matin, matinal Quinqueliba, pour vous accompagner bien sûr jusqu'à 8h. En plateau ce matin, vous retrouverez Tafa pour la chronique immobilier et Abdulaziz Ban pour nous parler sport. Le résumé du week-end sportif, bien sûr, ce sera avec lui. Notre invité en plateau dans un petit moment, c'est Alioune Badara Kane qui vous présentera son profil complet. Et puis, vous le savez, les capsules habituelles de cette émission, la gym avec le coach Tandara pour bouger justement. Et puis avant 7h30, le bulletin d'info de la matinale Quinqueliba. Nous attendons vos réactions et commentaires sur nos différentes plateformes digitales. Page Facebook RTS1, page Facebook Quinqueliba. Jusqu'à 8h, eh bien, réagissez sur les différents sujets qui vont être abordés ce matin ou tout simplement revenez sur les sujets d'actualité qui vous intéressent en ce moment ou encore profitez de notre plateforme pour souhaiter un excellent début de journée et de semaine à tous ceux-là qui vous sont chers. Le sommaire est complet. Messieurs, veuillez me rejoindre en plateau. J'invite donc Tafa, Alioune Badara Kane, notre invité de ce matin. Ce matin, je serai vraiment en galante compagnie. Abdulaziz Ban à me rejoindre également en plateau. Je serai bien encadré. Et on regarde la capsule du coach Tandara la gym. On se retrouve dans un petit moment en plateau pour la suite du Quinqueliba. Bon début de journée à toutes et à tous. Et à tout de suite. Wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord. Madame, Messieurs, bonjour à tous et je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine. Une très bonne semaine, mesdames et messieurs, puisque comme vous le savez, le lundi avec notre cardio. Ce cardio du lundi sera présenté par un coach Ngom. Mais regardez, notez bien, un coach Ngom junior. Alors, coach Ngom junior, j'ai l'habitude de dire, avec sa barbiche de sous-officier. Et donc, en compagnie de qui? Le coach Ngom senior. Alors, l'original coach Ngom. Alors, aujourd'hui, avec ce cardio du lundi, mesdames et messieurs, vous allez voir de multiples facettes. Et ce sera une élévation du rythme cardiovasculaire, mais aussi le cardio respiratoire ne sera pas en reste. Alors, mesdames et messieurs, suivez bien. Alors, je vous demande surtout et particulièrement d'imiter, de suivre évidemment les deux coachs Ngom, évidemment coach Ngom junior et le coach Ngom le grand. Alors, tout de suite, mesdames et messieurs, je vais donner la parole au coach Ngom junior. Bonjour tout le monde, bonjour, c'est coach Ngom junior. Bienvenue à votre séance de cardio du lundi. On sera accompagné avec coach Ngom pour cette partie pour échauffer le corps et entamer la séance.
J'espère que vous avez aimé le cardio du lundi. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, la prochaine fois, même heure. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, merci les deux coach Ngom. Alors, coach Ngom Junior qui a donc dirigé cette séance de Dieu avec le coach Ngom Senior. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez bien aimé cette capsule. En attendant, nous allons nous retrouver demain. Mais d'abord, excellente journée à vous tous. Merci coach Tandara et bon début de journée à l'équipe gym de la matinale Quinqueliba. Bienvenue si vous nous rejoignez juste à l'instant. Messieurs, très heureuse de vous retrouver ce matin. Comment allez-vous? Ça va, Abdulaziz Ban? Ça va, bonjour. Tu retrouves tes marques très rapidement? Oui, depuis vendredi, je commence à retrouver mes marques. C'est parfait, c'est parfait. Alioune, ça va? Ton week-end, ça a été? Mais ça va. Et tu l'as dit au tout début, est-ce que ça se passe bien? Oui, en tout cas, très heureux. C'est vous qui êtes heureuse. Hein? Je pense que c'est nous qui le sommes. Hein? Surtout moi. Donc, je sais que beaucoup de gentlemen auraient donné tout l'or du monde pour être à ma place. Parce que c'est une place privilégiée. Hein? Absolument. Tout le matin, un lundi, donc partager ce moment-là avec la ravissante Sarah. Voilà, ça, ce n'est que du bonheur. Bon, je vais me mettre à côté de toi, alors. Juste histoire de faire plus de jaloux. Mon cher Alioune. Merci. Alors, Tafa, comment vas-tu? Oui, je vais ça va? super bien. Ton week-end s'est bien passé aussi? Oui, week-end de Harmat, mais ça va. Ouais. C'est normal, tu étais à la plage, c'est oui, ça? j'étais à la plage. Il y avait beaucoup de clients, il y a beaucoup de monde maintenant. Oui, c'est beaucoup ça, de les monde week-ends. fait des vacances, il y a beaucoup de monde, donc ça marche super bien. Toujours une voix. Ah, Voilà. t'es pas encore passé à la caisse, mon cher Tafa. Je t'attends toujours. Alors, notre invité de ce matin, Alioune. Un visage que connaissait bien notre public. Hein. Donc, à l'époque, il était le directeur des transports. Aujourd'hui, il nous revient sous une nouvelle casquette, donc celle-là de directeur général, machallah, donc directeur général de l'ANASER. L'ANASER, c'est l'Agence nationale de sécurité routière. Donc, je veux citer cher Oumar Gueye, qui nous revient sur ce plateau pour nous parler un peu de la problématique des accidents. Hein. Parce que quand même, la semaine dernière a été véritablement macabre sur les routes du Sénégal. C'est une préoccupation largement partagée par tous les Sénégalais, naturellement. Et l'État est en train de voir quelles seraient véritablement les meilleures solutions pour vaincre, en tout cas, pour venir à bout de ce péril-là que sont les accidents de la route. Et je pense que c'est d'ailleurs ce qui justifie la création donc, de l'ANASER. On reviendra donc sur le plan institutionnel. Cette plus-value-là que l'agence va apporter, donc comme dans le cadre donc, de cette réponse globale contre les accidents de la route, sur vos différentes, bien sûr, missions, les moyens qui sont à vos dispositions. Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons, Sarah, avec notre invité, cher Oumar Gueye. Je pense que ce serait bien qu'on raconte la petite anecdote à nos téléspectateurs. Cher Oumar Gueye, bonjour d'abord. Bonjour Sarah. Bienvenue sur Quinqueliba. Merci beaucoup. La petite anecdote, c'est que vous n'êtes pas juste venu en tant que directeur du transport sur Quinqueliba, vous étiez déjà venu quand vous étiez au CETUD, deux fois. Au CETUD déjà. Deux passages sur Quinqueliba, vous êtes passé à la direction du transport, c'est ça? Oui. Alors, direction du transport, deux passages encore sur Quinqueliba. Tout à fait. Et vous êtes maintenant directeur général de la NASER, c'est ça? Donc, il nous doit une autre venue sur le plateau. Donc ça, c'est première venue en tant que directeur général de la NASER. Exactement, plus élevé. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. Hein. Merci beaucoup. Bon, merci Sarah. Bonjour Aline Badra. Bonjour M. Van. Abdelaziz, c'est ça? Moustapha, ça va? Donc, bonjour à tous les téléspectateurs de la RTS. Donc, merci aussi pour l'opportunité que vous nous permettez, que vous nous offrez aussi à chaque fois que de besoin pour, en tout cas, parler aux Sénégalais, montrer ce que l'État est en train de faire pour nos populations. Donc, vraiment, nous sommes très disposés à répondre à toutes les questions qui seront posées. Et on en aura beaucoup parce que c'est un sujet d'actualité qui nous préoccupe tous. Avant de passer à la chronique sport d'Abdulaziz Ban, Tafa, Alioune a imposé la cravate à Abdulaziz tous les lundis. C'est vrai. Ah bon? Oui. C'est de la dictature, ça. C'est de la dictature. Et il dit généralement que c'est Marfouz qui est le dictateur de l'autre côté, notre réalisateur pour l'équipe du jour. Hier, j'étais à Pire, mais il m'a appelé pour me dire la cravate, tu n'as pas oublié. Encore? Et que heureusement que madame est passée faire la commande de cravate. En tout cas, ça te va super bien, mon cher ami. 6h48. Avant de passer justement aux différents sujets qui vont être abordés dans la chronique sport, le sujet de la chronique immobilier de ce matin. Je vais rejoindre l'invité parce qu'aujourd'hui, je vais parler aussi d'accidents, mais d'effondrement de bâtiments. Ça s'est passé il y a 2 jours à Kaolack, donc on va revenir sur le sujet pour voir qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il faut pour éviter ces types d'effondrements. On en parle tellement, les solutions existent malheureusement.
eh bien, le fléau continue à faire des victimes. Deuxième partie, donc rendez-vous avec la chronique immobilier. Aujourd'hui, c'est justement la journée mondiale de l'habitat. Ça tombe bien, on parlera d'immeubles, d'effondrement et tout ça. Mais l'habitat, c'est aussi nos loyers. Habitation décente pour chacun d'entre nous. Et l'État est d'ailleurs en train de réfléchir autour de toutes ces problématiques. C'est cher et ça reste encore cher. Bon, Alioune n'est pas vraiment concerné. Hein. Il a chez lui, c'est vrai que les prêts pour pouvoir construire. Prêt long bail, hein. Mais mon cher, c'est pas un loyer comme nous. Alioune est toujours dans la catégorie des bourgeois. Avec certains créanciers. Oui, c'est un phénomène que l'on constate au niveau du pays. D'ailleurs, la location est devenue très chère. Même nous qui étions à Ziguinchor, au début, c'était pas assez cher. Mais aujourd'hui, avec l'ouverture des banques, les sociétés qui commencent à revenir là-bas, c'est devenu... À Ziguinchor aussi. Oui, ça commence à devenir cher. À Ziguinchor et partout ailleurs dans le pays. Mais à Dakar, n'en parlons même pas. Oui, tu es tombé des nues quand tu es arrivé et tu as vu les prix. Heureusement que depuis 2019, j'avais un habitat ici à Dakar, mais c'est à Guédiawaye, à Wakhinane Nimzatt. Mais heureusement que le propriétaire de la maison, lui, il est un peu compréhensif. Il n'a pas suivi la meute pour ne pas dire. Il a respecté les prix exigés par l'État. C'est ça. Bon, il faut dire que les propriétaires aussi se plaignent parce que les banques leur font des prêts à des taux d'intérêt excessivement élevés parce que c'est des prêts immobiliers à long terme et donc ils se disent obligés de répercuter également ces coûts-là sur les loyers. L'un mis dans l'autre, parfois il y a quand même certains qui abusent un peu. Oui, c'est un peu difficile. C'est vrai, la conjoncture, c'est vrai, les matériaux coûtent très cher. Il y a aussi le système bancaire effectivement, qui ne prend pas trop de risques. Ce qui fait qu'effectivement, ça se déteint sur le pouvoir d'achat. Voilà. Le chef de l'État a pris le taureau par les cornes. Aujourd'hui, il y a les commissions qui vont commencer à faire le travail sur la réduction de la vie chère. Donc, le Premier ministre avait présidé une rencontre le jeudi passé. C'est ça. Une rencontre maintenant. Le travail se fera par les techniciens à partir d'aujourd'hui. Donc, c'est pour effectivement impacter, essayer de voir les voies et moyens pour, en tout cas, soulager un peu la souffrance de nos concitoyens. Tafa, et ensuite, je termine avec elle. Moi, pas plus tard qu'hier, j'ai cherché une chambre, salle de bain pour un de mes employés qui vient. Chambre, salle de bain. Et elle vient des régions. Et on m'a dit 75 000 francs. Pour une chambre? Pour une chambre. 75 000 francs, on demande 4 mois de caution. 4 mois de caution? Plus bulletin de salaire et contrat, je ne sais pas de quoi. Bulletin de salaire et contrat? Oui. Ah non, il faut encadrer tout ça. Donc c'est exagéré. Ouais, c'est 4 mois? Voilà. 4 mois? Ils ne louent pas au Sénégal. 4 mois. Non, c'est ça. Et il y en a qui disent qu'ils ne louent pas au Sénégal. C'est terrible ce qui se passe dans ce secteur. C'est terrible ce qui se passe dans ce secteur. Je crois que c'est l'un des dossiers sur lesquels on attend vraiment, avec beaucoup d'impatience, une réaction en tout cas hardie de l'État du Sénégal, parce que c'est devenu un goulot d'étranglement pour beaucoup de pères de famille. De nombreux pères de famille, en tout cas, ont perdu le sommeil à cause, en tout cas, de la cherté du loyer. Comment faire? Vous ne pouvez pas exposer votre famille quand même. On ne peut pas vivre dehors. Voilà, vous êtes obligé de prendre au moins un toit décent, en tout cas pour y abriter votre famille, même si vous êtes sûr qu'à la fin du mois, ça va être encore un jeu de cache à cache avec le propriétaire. Ce n'est pas évident. Vraiment, beaucoup de Sénégalais souffrent, et puis pour certains même, leur dignité, en tout cas, est foulée aux pieds. Parce que comment faire quand vous voyez des fois une famille, en tout cas, sortir manu militari de son logis par le propriétaire, souvent qui abusent même de leurs prérogatives, ils n'en ont même pas parce que c'est à la loi quand même, à la justice de trancher. Et comme les Sénégalais souvent sont peu procéduriers sur les bords, on se dira toujours que c'est le propriétaire, quoi. C'est son bien, donc c'est à lui de voir quand est-ce qu'il va vous expulser ou autre. Donc je pense que vraiment c'est devenu une urgence nationale. Maintenant, je suis d'accord avec le président sur sa sortie concernant en tout cas ce secteur-là, parce qu'il n'y avait pas que le loyer. Quand il parle en fait de la réglementation, quoi. On ne peut pas uniformiser les choses. C'est-à-dire, c'est clair qu'un appartement de la SICAP ne peut pas coûter le même prix que celui, par exemple, de Guédiawaye. Je n'ai rien contre vous, mais mon ami. C'est une question aussi de bon sens. Je pense qu'il faut peut-être voir les zones, en fonction peut-être des zones, fixer des tarifs selon les zones. Par exemple, je ne sais pas, à Dieuppeul pour avoir une chambre salon, voilà le prix, par exemple, plafond. À Fan Amitié, je ne sais pas, voilà le prix plafond. Peut-être que ce serait, selon moi, la meilleure solution. Parce que je l'ai toujours dit, ce serait, selon moi, la meilleure solution en vain pour que les Sénégalais puissent voir le bout du tunnel. Parce que ça, ce n'est plus tenable, quoi. C'est vraiment une souffrance, mais inouïe,
pour beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes. Oui, et puis on peut tenir aussi compte, de Stafa, de l'âge du bâtiment aussi. De l'âge du bâtiment, quand on parle de calcul de surface corrigée, par exemple, auparavant, on te disait par rapport à la surface corrigée, on te dit par exemple, par rapport au standing, par exemple, le faux plafond, le coefficient c'est tant, c'est tant et ça. Mais il faut noter qu'il y a 10 ans, le faux plafond coûtait excessivement cher. Actuellement, ça ne coûte absolument rien. Alors, c'est des choses, on a les luminaires qui ne coûtent absolument rien aujourd'hui. Et là, on ne peut pas maintenir le même prix que le même coefficient qu'il y a 10 ans. Donc, on doit prendre tout ça en considération pour pouvoir revoir le prix. Et puis surtout, ce que je dis encore, on n'a pas besoin de présenter son bulletin de salaire pour acquérir un logement. Ou bien 4 mois de... Voilà, 4 mois Le d'avance. bulletin de salaire, c'est très personnel. Non, c'est personnel. Et là, on te réclame ça. Ici, non. Mais il y a même des propriétaires qui disent qu'ils ne veulent pas louer à des Sénégalais. Ils préfèrent les étrangers. Ah non, ça aussi, c'est pas normal. C'est des choses à dénoncer. Tout l'intérêt de ces concertations, justement, avec des experts pour réfléchir autour de cette question du loyer ici à Dakar, particulièrement, et on attend bien sûr avec impatience les recommandations qui vont être suivies d'effets pour soulager les uns et les autres. Surtout que là, on est dans la semaine de la rentrée scolaire. On en reparlera sur ce plateau. Beaucoup de dépenses aussi de ce côté-là pour les parents. Qui démarrent aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui, c'est ça, tout à fait. Et les élèves, le 6, c'est ça? Oui. Bon, moi, j'avais plaidé pour lundi prochain, le 10, après le Gamou, mais bon, apparemment, on va bien reprendre jeudi et vendredi. On en reparlera. 6h48, je referme cette parenthèse en laissant bien sûr l'opportunité à nos téléspectateurs de réagir sur nos plateformes digitales. On va passer au sport, juste après ceci. Gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way the Lord. Et le sport, c'est avec Abdulaziz Ban. On démarre avec le basket. J'ai regardé quelques images hier puisque c'était en direct sur la RTS. Basket avec la finale de la Coupe du Sénégal Dames et l'AS Ville de Dakar qui a tout simplement été sacrée encore une fois. Devant Deboloc, c'était par 67 à 56 le score final en faveur de l'ASC Ville de Dakar qui réalise donc le doublé face à Deboloc. Deboloc, c'est Derklé, Basket Loisir Club, les habitants de Derklé, comme moi et ma famille. C'était mon ancien quartier voilà, aussi. à côté du centre de Derklé. L'AS Ville de Dakar qui réalise ainsi le doublé Coupe Championnat. Le résumé de cette rencontre est signé Fatoumata Savane. Meilleure équipe du Sénégal, simplement. L'AS Ville de Dakar s'adjuge le trophée du président de l'Assemblée nationale pour la 4e fois de leur histoire et la 3e fois consécutive. Les Dakaroises s'illustrent encore une fois avec une Kounandao étincelante à son actif 22 points. Elle a été élue meilleure scoreuse et MVP de la finale. Du côté de Debaloc, les filles ont eu du mal à contenir une équipe de la capitale rompue à la tâche, intraitable défensivement. Les filles du Derklé Basket Club vont finalement se plier sous la meilleure équipe du Sénégal sur le score de 67 à 56. Les Dakaroises réussissent encore une fois le doublé championnat national Coupe du Sénégal. Elles surfent sur le basket national. Allez, retour en plateau après ce résumé de cette finale. Il faut rappeler que l'AS Ville de Dakar, du côté des dames, avait également remporté le championnat. C'est le doublé Coupe Championnat pour cette belle équipe qui avait comme coach, comme manager aussi l'actuel directeur technique national, Moustapha Gueye, qui a fait un travail énorme au niveau de cette équipe de l'AS Ville de Dakar et qui compte aujourd'hui sur le coach Ousmane Diallo pour pouvoir gagner tous ces trophées au niveau du Sénégal, qui remporte le championnat la semaine dernière, hier qui remporte la Coupe du Sénégal chez les dames. Comme disait tout à l'heure Aline Badra, cette équipe est en train aujourd'hui de surfer sur une belle vague de passer devant le Dakar Université Club, devant le Saint-Louis Basket Club, ces clubs-là qui avaient l'habitude de remporter le championnat et aussi de remporter cette Coupe du Sénégal chez les dames. Elles sont en train de bousculer tout simplement la hiérarchie, hein, on peut le dire ainsi. Ah non, mais elles ont fini de s'imposer. Je pense qu'elles l'ont bousculé depuis longtemps, depuis un certain temps quand même. Elles ont carrément bousculé la hiérarchie. Maintenant, elles s'imposent comme étant l'équipe, l'ogre du basket féminin au Sénégal. Parce qu'avant l'éclosion de l'AS Ville de Dakar, il y avait bien sûr
ce mano à mano entre Saint-Louis Basket Club et Saint-Louis Basket Club. Mais depuis lors, ils ont cassé donc cette dualité en s'invitant à la fête. Et aujourd'hui, ils sont dans la persévérance, quoi. Mais cela ne saurait quand même surprendre ceux qui regardent de près l'évolution du basket sénégalais, surtout chez les dames, avec quand même toute l'organisation qu'il y a derrière, en tout cas cette équipe-là. Moustapha Gueye, ne l'oublions pas, l'actuel détenteur de l'équipe nationale du Sénégal, a été l'un des premiers à être porté à la tête de cette équipe pour qu'elle puisse avoir un certain rayonnement. Et je pense que quand même, voilà, cette politique-là a donné des fruits véritablement probants qu'ils sont en train aujourd'hui de digérer. Parce que voilà, quand on voit la mainmise de cette équipe-là sur le basket sénégalais chez les dames, on se dit maintenant, quelle équipe pour le tenir la dragée haute? Ça va être extrêmement compliqué. Je pense que quand même, mais il n'y a pas de secret. Le secret, c'est le travail, c'est l'organisation, c'est le professionnalisme, quoi. Et aujourd'hui, c'est cela un peu l'ASC Ville de Dakar. Jadis, les meilleures joueuses du championnat sénégalais voulaient coûte que coûte rallier donc le Duc ou bien l'ASC Bop ou Saint-Louis Basket Club. Mais maintenant, tel n'est plus le cas. Voilà, l'ASC Ville de Dakar est devenu le club le plus attractif, en tout cas pour les filles qui veulent voilà, taper dans l'œil des grands recruteurs. Et ça n'hésite pas aussi à mettre les moyens pour pouvoir attirer les grandes joueuses. Je pense que véritablement, c'est une équipe qui mérite bien aujourd'hui donc ce moment de gloire-là. Maintenant, félicitations aussi à Dabalok, hein. Donc Dakar Derklé Basket Club, parce que c'est un club d'un ami qui m'est cher, Guéry Diallo. Hein. Au tout début, quand il me parlait de Derklé Basket Club, je lui disais, mais écoute, c'est un club de quartier, vous avez du mal à rivaliser avec les autres. Et aujourd'hui, on voit, donc ils sont en train de jouer des finales, et c'est bien, c'est bien. Et ça a permis vitalement d'éclater davantage la carte du basket sénégalais, parce que c'était assez restreint. C'était un peu certains quartiers de Dakar, la SICAP, le Dakar Université Club et Saint-Louis Basket Club, qui avait quand même cassé un peu ce monopole-là des équipes de Dakar. Le Giraffe, à un moment donné, mais ça a fait long feu. C'est bien quand même qu'il y ait une carte beaucoup plus élargie, en tout cas de grandes équipes du basket sénégalais. D'autant qu'on parle du basket féminin. Moi, je suis très heureuse. Les femmes dans le sport, c'est à encourager. Et justement, quand on voit ces finales et comment ces jeunes dames se battent sur le parquet, ça donne envie de laisser les autres jeunes filles jouer également. Il y a un fait que vous n'avez pas évoqué, c'est la décoration de Mamati Mbengue. Ah oui, on va en parler justement. Voilà. C'est le deuxième sujet qui vient. Voilà. Abdulaziz Ban, bon, il l'a annoncé, hein, Mamati justement, qui a été sélectionné par FIBA dans la classe de Hall FEMA. Hall FEMA, c'est comme ça. Oui. C'est une distinction dédiée aux acteurs du basket qui, par leur parcours donc exceptionnel, ont contribué au développement du basket dans le monde. Mamati Mbengue qui dit être très honoré de faire partie de ce cercle restreint. C'est la première sénégalaise, la première africaine. À être dans ce panthéon, et aussi le troisième sénégalais qui a été décoré. On va suivre Mamati Mbengue. Je ressens une grande satisfaction d'abord. Je suis honorée et le Sénégal aussi. Être la première femme africaine à être dans la légende des All-Stars, Hall de Fame, je pense que c'est tout le sport sénégalais qui est honoré aujourd'hui, particulièrement le basketball. Parce que le basketball a travaillé dur. On a dominé le terrain du basket depuis des années. Je pense qu'aujourd'hui, c'est seul le mérite. On l'a mérité. Alors, première femme africaine à avoir cette consécration, quel est l'appel que vous lancez aux femmes, surtout les sportives? Il faut toujours travailler, il faut toujours avoir des ambitions et aimer le basket ou le sport que vous faites. Il faut aimer ton sport, n'importe quel sport, il faut l'aimer d'abord. Parce que quand il n'y a pas de l'amour, il n'y a pas de perfectionnement. Et il n'y a pas aussi cette rigueur de gagner. Et il faut être aussi patriote. Patriote, c'est-à-dire que jouer pour la nation et être fier de toi. Et je pense que ce que je lance à toutes les disciplines, il faut travailler davantage, il faut écouter les coachs et pouvoir amener le Sénégal partout dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, si je suis consacrée, c'est le Sénégal, c'est notre sport aussi. Et on est tout à fait fiers, absolument. Félicitations à Mamati Mbengue. Et ça fait plaisir parce qu'elle nous aura donné tellement de frissons, Mamati. Quintuple championne d'Afrique, Mamati Mbengue, aujourd'hui honorée par la Fédération sénégalaise de basket, honorée aussi par la FIBA, 8 trophées, dont 5 titres de meilleure joueuse des Afro-Basket. Alors aujourd'hui, de 81, 84, 90 et 93 et 2000 aussi, et 2 aux Jeux africains de 95 et 99. Aujourd'hui, c'est un honneur de voir la Fédération sénégalaise de basket retirer
le numéro 15 de Mamati Mbeng. Ah oui? Oui. Plus personne ne portera Plus personne le ne numéro 15. portera le numéro 15 de Mam- l'équipe nationale de Mamati Mbeng. C'est pour elle. Oui, c'est pour elle. C'est ça. Aujourd'hui, c'est une légende et elle le mérite vraiment. Absolument. Cheikh Oumar Gaye. Oui, bon, hier j'ai suivi et j'ai été vraiment très content parce que récompenser cette grande dame, c'est récompenser toute la nation, c'est récompenser toutes les dames du Sénégal. Elle nous a valu beaucoup de satisfaction. Ah oui. Et vraiment, elle mérite cela. Elle mérite cela, ça a mérité d'être souligné et d'être vraiment mis au devant donc, de la scène. Basket féminin, Mamati Mbeng. Ah mais Mamati, c'est la légende des légendes chez les dames du basket sénégalais. Je pense que quand même, on se souvient de ces hauts faits d'armes avec sous les couleurs du Sénégal qu'elle a porté à bout de bras. Et puis sa grâce, quoi, elle était tellement gracieuse, quoi, dans son art. Tu avais l'impression qu'elle faisait aucun effort pour être performante en équipe nationale du Sénégal. En tout cas, sur Maris Ndiaye, les différents stades qui l'ont accueilli, Mamati, c'est vraiment une légende. Je pense que c'est une récompense bien méritée. Et c'est bien de voir la réactivité, en tout cas, de la Fédération sénégalaise de basket qui, dès l'annonce de cette distinction par la haute instance mondiale, donc s'est empressé de faire un communiqué pour dire que le maillot, en tout cas le numéro 15 voilà, serait dorénavant retiré. Donc, pour juste lui témoigner en tout cas tout l'amour, toute l'estime que le Sénégal quand même lui doit, parce que voilà, ouais, son palmarès, elle a un palmarès élogieux, hein, voilà. Donc voilà, sur chaque doigt de la main, elle a une bague. Parce que dans le basket, c'est ça, les 5. Donc c'est la manita pour elle, vraiment chapeau à Mamati et on lui souhaite une belle carrière, une belle retraite, hein, encore une fois, parce qu'elle est à la retraite depuis, mais quand même qu'elle soit aussi active dans les milieux parce qu'on a besoin de son savoir, de son expérience pour guider ses petites sœurs à relever la pente parce qu'aujourd'hui, le basket sénégalais chez les dames traverse une petite crise et le Sénégal se doit de retrouver son standing pour rivaliser avec les meilleurs, quoi. Juste dire qu'avant elle, il y avait Abdoulaye Seymoro et ensuite Mathieu Faye qui a été honoré par l'instance du basket mondial. Ça fait 3. Et puis c'est le 30 novembre prochain en Suisse qu'elle sera honorée. Elle sera bien évidemment, et je l'imagine accompagnée par une forte délégation. Et en attendant le retrait du numéro 11 chez les Lions du foot. Celui de la Diouf. Honoré El Hadji Diouf aussi. Il y a aussi une autre grande dame, c'est, comment elle s'appelle, Assou Traoré. Ah oui, bon, moi j'allais poser la question, qui se rapproche un tout petit peu de Mamati Mbeng. C'est la joueuse. C'est Astou. C'est Astou. Non, c'est Astou. C'est Astou. Je pensais que tu allais voter Jojo. Juste pour voilà, le nom, mais c'est vraiment Astou. Quand elle est là, elle fait toute la différence. J'aurais rajouté à cette liste aussi la petite sœur de Antassi, pour sa combativité, son leadership, son mental d'acier, sa constance. Morita Fall, non? Morika Fall aussi. Voilà. Oui. En tout cas, la liste est longue. Hein, parce que... Dans le basket féminin, honnêtement, on a eu beaucoup de satisfaction et beaucoup de dames qui mériteraient d'être honorées. En tout cas, félicitations encore une fois à Mamati Mbeng. On referme cette parenthèse basket, on va parler foot maintenant. Et on démarre avec le tournoi de l'UFOA. Chez les U17, les moins de 17 ans, le Sénégal qui étrille d'entrée le Cap-Vert, comme vous le voyez sur les images, 6-0, les protégés du coach Salou Dia n'ont pas donc n'ont pas été fair play face à cette équipe capverdienne. Ils ont été fair play, ils ont été prolifiques devant les buts, décisifs. Ils ont été très décisifs, 6-0 pour cette entrée en matière lors du tournoi de l'UFOA qui se tient actuellement au niveau de la Mauritanie, comme les U20 l'ont remporté. Ils ambitionnent aussi de remporter ce tournoi à l'UFOA qualificatif, la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans. 2022. C'est notre année, décidément. Oui. Allez, bonne chance à nos lionceaux. Les tirages. Ils vont jouer leur deuxième match. Ce sera le 5 octobre prochain. C'est à 21h contre le Mali. Dans 2 jours, exactement. C'est ça, puisqu'on est le 3 aujourd'hui. Allez, tirage Chan. Maintenant, on va regarder les adversaires du Sénégal. On les connaît maintenant. Le Sénégal dans la poule B, en compagnie de la République démocratique du Congo, de l'Ouganda, mais également de la Côte d'Ivoire. Une poule assez difficile si l'on se fie aux adversaires des Lions du Sénégal qui ont des championnats locaux très relevés, mais impossible n'est pas sénégalais. Le CHAN, donc, on va le dire, est prévu du 13 janvier 2023 au 4 février 2023. Ce sera
Donc en Algérie, il faut le dire, le Sénégal est dans une poule extrêmement difficile qui va se frotter à la République démocratique du Congo, à la Côte d'Ivoire et puis à l'Ouganda, dont les équipes, la plupart de ces équipes ont des équipes nationales constituées de joueurs locaux. C'est ça, exactement. Et avec des championnats très relevés également. On est tombé dans une poule de feu. Une poule de feu, oui, il faut le dire. Puisqu'on revient, et puis mais bon, 2022... c'est l'année du Sénégal. C'est jouable, hein? Je pense que c'est jouable. Oui, on a nos chances. Donc c'est vrai que là, dans cette poule-là, le Sénégal est outsider. Mais écoutez, le Sénégal a des cartes aussi à abattre. Parce qu'il y a une certaine possibilité pour que le Sénégal puisse s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la Côte d'Ivoire, en termes d'équipe ayant marqué le football africain, a beaucoup plus peut-être d'atouts que le Sénégal. Mais voilà, les équipes ivoiriennes ne s'imposent plus sur la scène continentale. La RD Congo, voilà, je pense que c'est vraiment l'adversaire à craindre. De par la régularité de leurs grandes équipes, de leurs grands clubs. Quoi. Mais sinon, l'Ouganda et la Côte d'Ivoire voilà, sont à la portée du Sénégal. Quoi. Parce que si vous prenez en tout cas les meilleurs joueurs de chaque grand club du Sénégal, on peut bel et bien avoir une belle ossature, nous aussi. Hein. Même si, du point de vue global, on a encore des choses à faire pour que nos clubs puissent concurrencer ceux-là des autres pays africains. Je pense qu'il y a quand même de très bons joueurs dans notre championnat et s'ils sont mis dans de très bonnes conditions, ils peuvent faire un beau tournoi. En tout cas, parce que lors de notre première participation au CHAN, le Sénégal s'est arrêté en demi-finale. Hein. On était arrivé aux portes de la finale. Quoi. Et c'est au tir au but qu'on a été éliminé, je pense, bien par le Ghana à l'époque. Hein. Oui. Donc vraiment, il y a de la possibilité pour qu'on puisse s'en sortir. Tafa, ton analyse? Oui, on a la possibilité de s'en sortir, comme l'a si bien dit Aline Badara Kane, parce qu'à part RD Congo, dont les clubs sont présents aujourd'hui sur le plan africain, donc pour la Côte d'Ivoire, là-bas, on a un très bon championnat, très relevé quand même, mais il faut noter aussi ici, avec nos centres de formation, avec les équipes... on a une chance. On a une chance, oui. On a une chance de faire quelque chose et puis voilà, de se qualifier et puis d'aller très loin. Le tout-puissant Mazembe. Ouais. C'est tout puissant que ça en Afrique. Hein. Ces derniers temps, le tout puissant Mazembe a du mal à s'imposer. En match de poule, c'est très difficile. S'imposer en il y a la concurrence aussi. Hein. Il y a les autres clubs qui sont aujourd'hui. Et tu disais que ça... Non, moi je pense qu'il n'y a pas de secret en matière de football. Il faudra investir dans l'infrastructure. Le Sénégal a tellement bien compris que même au niveau de la petite catégorie, avec le centre de Guéréo et de Toubab Dialaw, ça a permis effectivement d'éclore vraiment ces talents que nous avons et que cette dynamique de gagne que nous avons lors de la CAN a fait une émulation chez les jeunes. Ce qui fait qu'effectivement, ce pool-là, même si ce pool est relevé, le Sénégal a sa chance vraiment de s'en sortir. C'est ça, il faut se battre sur le terrain. Tu disais que tout dépendrait du championnat, c'est ça, du démarrage du championnat qui est reporté à 2 reprises, reporté le 24 au 1er octobre, ensuite pour le 15 octobre. Espérons que la Ligue de football professionnel puisse démarrer le 15 pour que les joueurs puissent avoir quelque chose temps de jeu, exactement. Dans les jambes pour pouvoir très bien préparer cette Coupe d'Afrique, ce championnat d'Afrique des Nations. Allez, bonne nouvelle avec le beach soccer. Quand j'entends les commentaires de notre invité sur le football, le sport sénégalais, je me dis, mais pourquoi Dagana a du mal aujourd'hui à avoir une équipe dans l'élite? Bon, on a une équipe, c'est vrai que... quoi, je veux dire. Bon, dans l'élite, c'est vrai que... La matière grise est là. Ah oui. Oui, mais entre la matière grise et ce qu'il faut faire sur le terrain... On l'a dit, c'est les infrastructures. Là, on a investi sur un bon stade. Et que vraiment l'encadrement des jeunes, ça va prendre, hein, ça va prendre. Ouais, okay. Ça a été, oui, en ce moment, ça a été un peu difficile, mais là, on va soutenir quand même. Hein, voilà. Donc, vivement voilà, la montée de l'AS Dagana, quoi. Oui, en Ligue 1. Allez, le beach soccer maintenant, avec le sacre de l'équipe du Sénégal, hein, tournoi Kosafa. Comme invité, les 2 invités étaient en finale, le Sénégal et l'Égypte. Le Sénégal mené par 3-1 en début de match. Les Lions se sont imposés sur le score de 5-3. Les protégés, le Sénégal qui renverse donc l'Égypte par 5-3 et ça juge le trophée. Lors de ce tournoi, le Sénégal, on va le rappeler, a marqué 40 buts et encaissé 15 buts
lors de cette compétition, ils étaient des invités. Oh, le beach soccer, tellement de satisfaction également avec cette équipe. Et le gardien, hein. Des invités, le meilleur gardien, il a été vous prenez le trophée. Tout à fait. 2022, c'est notre année. Il ne faut pas nous inviter. Hein. Donc, paraît qu'à la suite de ça, tous les Sénégalais dorénavant sont persona non grata au Caire. Quoi. Ça fait 3 quand même. Ça fait 3. Au Cameroun, à Dakar, et puis là, quand même, en tant que... Là, on n'a pas été fair play. Tu peux le dire mondial, ça fait 4 aussi. Le mondial. Je suis Abdoulaye Diaoula qui disait que cette équipe-là mérite vraiment des félicitations de la nation parce qu'ils avaient perdu pratiquement 3 à 1. 2-0 en premier temps, 3 à 1. Ils ont remonté pour battre 5 à 3. Vraiment, c'est parce que l'Égypte était venue en service commandé. En service commandé parce que voilà, c'est le Sénégal avec tout ce qui s'est passé lors de la CAN, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Absolument. Donc c'est resté ici, c'est resté dans le cœur. Et là, ils étaient venus en mission commandée, c'était un peu difficile. C'est tout le mérite que l'équipe a, donc il faut les féliciter. Ils ont du mal à manger du lion, j'avoue que ce n'est pas évident. Hein. Allez, on va terminer très rapidement sur les championnats européens. Le tableau des résultats. Avec la France, Bamba Dieng qui a joué 8 minutes pour la première fois depuis le début de la saison avec l'Olympique de Marseille. Une victoire donc, pour la bande à Pape Gueye sur le score de 3-0 face à Angers de Sada Thioub. Pour les autres résultats, Monaco a battu Nantes par 4-1, le PSG bat Nice par 2-1. Rennes domine Strasbourg par 3-1, Lens bat Lyon 1-0 en Angleterre. Le choc entre les deux Manchester a tourné à l'avantage de l'inévitable Alan, on va dire, un triplé de Alan, avec un autre triplé aussi de Foden face à des Red Devils qui n'ont été que l'ombre d'eux-mêmes dans ce match. Chelsea de Kalidou Koulibaly, resté sur le banc, a battu Crystal Palace sur le score de 2-1. Même score entre Everton et Southampton en faveur des coéquipiers de Gana Gueye. Le nul 3 buts partout entre Liverpool et Brighton en Allemagne. Sadio Mané a retrouvé le chemin des filets. Donc, lors de la rencontre Bayern de Munich contre Bayer Leverkusen, 4-0 pour les Bavarois. A noter aussi le carton plein de Leipzig de Abdou Diallo face à Bochum, 4-0. Et en Espagne, contre un match nul, un but partout par Osasuna, le Real Madrid laisse la première place du championnat. De quoi faire honneur à Aline Badara Kane, à FC Barcelone, qui a battu Mallorca par 1-0. L'Atlético gagne par 2-0 face à Séville. Le carton de la Real Sociedad face à Gérone, c'est 5-3. En Italie, l'AS Rome bat l'Inter par 2-1. Ça suit le Corige Salernitana de Boulaïdia, 5-0. 3-0 pour la Juventus face à Bologne et victoire du Milan AC par 3-1 sur Empoli avec un but de Fodé Ballo-Touré. Et on termine, il nous reste juste 1 minute. On va parler de Tekball avec les résultats de qualification pour les championnats du monde. Un tournoi très relevé, le sacre de Diapo Tekball Club de Guédiawaye en single, double et mix. Le champion en titre, Mam Cheikh Fam, a tenu son rang en s'imposant sur 3-7 face à Eco Tekball Club de Tambacounda. Il s'est donc qualifié pour les championnats du monde de Tekball prévus à Nuremberg en Allemagne. C'est du 23 au 27 novembre 2022. Bonne chance donc à nos lions du Tekball. Et puis, c'est le secrétaire général du Tekball à 10h30 qu'on a invité au niveau de la RTSD. On peut revoir les images un tout petit peu. Oui, c'est durant le week-end au stade de Guédiawaye. Donc c'était une très belle compétition. Donc ici, c'était la finale entre Mam Cheikh Fam et le Tekball Club de Tambacounda. Match remporté par 3-7 par Mam Cheikh Fam qui se qualifie donc pour les championnats du monde prévus en Allemagne, à Nuremberg. C'est du 23 au 27 novembre prochain. Merci beaucoup, mon cher Abdoulaziz Ban. L'intérêt, c'est que la balle ne doit pas tomber, c'est ça. Si ça tombe, vous perdez. Et Très bien. Si ça tombe, vous perdez. 7h10. On va faire un spécial Tekball pour Kenkeliba. Oui, on a déjà la table, hein. Il manque que le ballon. Je pense que la table, c'est bon, ça peut le faire. Il manque que le ballon. Hein. Et voilà, allez, merci beaucoup. Merci. On referme cette parenthèse sport, cette chronique ce matin. Vos réactions et commentaires sur nos plateformes digitales. On poursuit le magazine maintenant avec la rubrique invitée. Wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way the Lord. Ce matin, Cheikh Oumar Gaye, qui est le directeur général de l'ANASER, l'Agence nationale de sécurité routière. Vous aurez compris que le sujet de ce matin vous concerne et nous concerne également. On va parler tout simplement de circulation, accident de la circulation également, prévention routière, tout ça se rejoint. Comment arriver à en tout cas réduire tous ces accidents de la circulation. Voilà, c'est un secteur, un sujet qu'il maîtrise fort bien, notre invité, M. Cheikh Oumar Gaye.
aujourd'hui qui est là en sa qualité donc de directeur général de l'agence nationale, la toute nouvelle agence nationale de sécurité routière. Pourquoi je dis qu'il le maîtrise? Parce qu'avant cela, il était à la tête donc du CETUD, avant de devenir le directeur donc des transports. En vérité, donc rien dans ce secteur ne lui est étranger. Et le prétexte reste bien sûr donc voilà la problématique des accidents de la route. On a eu une semaine passée vraiment assez difficile, triste sur toute l'étendue du territoire national. On a noté quand même des accidents, une certaine recrudescence et qui fait froid dans le dos. Mais avant de revenir sur les solutions que vous voulez bien préconiser, que vous avez fini de mettre en branle, j'aimerais qu'on s'arrête sur en tout cas sur la plus-value que vous allez apporter à la réponse en tout cas contre les accidents au niveau institutionnel. Et quelle serait cette plus-value-là qu'apporterait par exemple l'agence nationale de sécurité en tout cas routière que vous dirigez, Monsieur Gaye, parce que c'est une nouvelle création. Tout à fait. Merci beaucoup Aline Badra. D'abord peut-être présenter nos condoléances suite aux accidents mortels que nous avons enregistrés. Toute l'année, hein, le Grand Magal, 33 morts, la semaine dernière, plus de 20 morts. Donc c'est carrément macabre. Donc c'est le lieu de présenter nos condoléances aux différentes familles éplorées. Les condoléances du ministre Mansour Faye, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et des Désenclavement. Les condoléances du Premier ministre Amadou Ba, mais aussi les condoléances du chef de l'État qu'il a déjà fait en Conseil des ministres passé. Alors, l'Agence nationale de sécurité routière a été mise en place pour déjà gérer et coordonner toutes les activités afférentes à la sécurité, à la gestion de la sécurité routière. Alors, c'est d'abord répondre à des directives communautaires ou bien à des directives d'organisation internationale ou communautaire. L'UEMOA, depuis 2009, avait fait une recommandation à tous les pays membres de mettre en place donc un organe directeur devant gérer et fédérer toutes les initiatives et activités de sécurité routière. C'est le cas, beaucoup de pays de la sous-région, en tout cas pour ne pas dire l'ensemble des pays de l'UEMOA l'ont déjà mis en place. Le Sénégal avait tardé à mettre en place cette activité, mais quand même, de 2011 à 2020, donc en faveur de la déclaration des Nations Unies sur la nouvelle décennie d'action pour réduire les accidents et avec les blessés graves et les tués sur nos routes de 35 à 50%. Donc c'était un objectif mondial couplé avec les ODD, donc les objectifs de développement durable. L'évaluation qui a été faite donc, à Stockholm en 2020 a montré qu'aucun pays au monde n'a effectivement atteint cet objectif. C'est pourquoi la communauté internationale s'est encore réunie donc, pour fixer donc, un autre objectif à l'horizon 2030, 2021-2030, pour toujours le même objectif de réduire de moitié en tout cas, la sinistralité ou bien les tués et les blessés graves sur nos routes. Fort de tout ça, avec tout ce qui se passe au Sénégal, quand on sait que l'activité de sécurité routière est transversale et multisectorielle, et la responsabilité était éparse. Donc partagée, on va dire, en termes de prise de pouvoir. Il y a les forces de défense et de sécurité qui font de la sécurité routière, il y a la Géroute qui fait de la sécurité routière, il y a le CETUD, il y a les collectivités territoriales, il y a beaucoup d'autres entités qui faisaient de la sécurité routière et ça ne rendait pas efficace l'activité ou bien l'action de l'État. Donc, réponse à ces différentes directives et en réponse à cette urgence et à la politique et la vision des chefs de l'État de sécuriser nos concitoyens, d'autant plus que sur le plan des infrastructures, vous l'avez vu, l'État a fait d'énormes efforts pour la construction et la capacitation de notre réseau. Cela doit s'accompagner avec des mesures de sécurisation des usagers. D'où la création de l'agence déjà, qui a pour mission déjà de jouer sur les 5 piliers de la décennie, les 5 piliers de la sécurité routière. Le premier pilier, c'est la sécurité des infrastructures. Sur les infrastructures, notre action sera orientée sur l'audit de sécurité routière. Vous l'avez dit tout à l'heure, sur la VDN3 par exemple, vous avez vu, vous avez subi un accident, donc c'est le lieu de vous présenter toute notre vraiment compassion par rapport à cet accident-là. Donc auditer ces différentes infrastructures, est-ce que c'est des problèmes de conception? Les différents ronds-points qui sont mis à ce niveau-là, sur la VDN3, est-ce que la conception a été bien faite? Est-ce que c'est un problème d'éclairage? Donc on a fait l'audit. Donc l'audit de sécurité routière, cet axe-là, est donné à la structure en charge de la construction routière, la Géroute, la gestion des routes, pour en faire les mesures correctives. L'audit de sécurité routière, c'est effectivement voir les points accidentogènes que nous avons, que nous allons recenser et mettre ça dans le programme, dans le PERA, programme annuel d'entretien routier dans le PERA, financé par le FERA, mais mis en œuvre par la Géroute.
Donc nous, notre rôle, ce sera de recenser donc, tous ces points accidentogènes et permettre donc, de mettre ça dans ce programme-là. L'audit de sécurité routière aussi, c'est donc l'habillage des régions en termes de panneaux de signalisation. Les panneaux de signalisation, que ce soit panneaux ou en tout cas la signalisation tout court, verticale comme horizontale, et la transcription concrète du code de la route sur la chaussée. Et c'est le seul moyen qui permet aux usagers de dialoguer. Okay? Donc une route sans signalisation donc, est une route qui est muette. C'est ça. Vraiment, c'est ça. Et ça donne pas toutes les conditions de sécurité. Exactement. Donc nous, notre rôle, effectivement, sera de revoir tout le réseau en termes de signalisation. Actuellement, dans le nouveau code de la route, il est institué la limitation de vitesse à 30 km à l'heure aux abords des écoles, des églises, des mosquées. Et là, il faut habiller ce réseau-là par des panneaux de limitation de vitesse, par exemple. Donc, notre rôle aussi dans l'audit de sécurité routière, lors de la conception d'une infrastructure routière, c'est d'abord, dès la conception, d'auditer les plans. Est-ce que toutes les mesures tendant à sécuriser, à prendre en charge les aspects sécuritaires sont prises en charge? Les accotements, les passages pour les piétons, soit en franchissement supérieur ou en passage clouté. Ça, c'est sur les grandes artères ou ça concerne les quartiers et les ruelles? Ça concerne tout programme de concession de route. Ça concerne tout programme de concession de route. Donc, notre rôle sera là. Lors de la réalisation de l'infrastructure, nous allons toujours faire cette étude-là pour voir est-ce que tout ce qui a été prévu dans le plan en termes de prise en charge de la sécurité est en train d'être exécuté. Lors de l'exploitation de la route, on fait l'inspection pour voir effectivement qu'est-ce que ça donne sur le terrain. Parce qu'une chose, c'est de prévoir, c'est de la théorie. Une fois, c'est d'étudier les plans, c'est comme ça. Mais dans la pratique, est-ce que ça donne la chose? C'est sûr que sur la VDN3, tout a été mis en théorie. Maintenant, dans la pratique, est-ce que ça permet de régler le problème? Ça, c'est l'audit de sécurité routière et l'inspection qui va permettre de donner ça. Donc ça, c'est notre rôle dans la sécurisation des infrastructures donc, routières. Nous avons l'autre pilier, c'est la sécurisation des véhicules, la sécurité des véhicules. Alors, dans la sécurité des véhicules, c'est d'abord, bien entendu, le contrôle technique des véhicules. L'État a mis en place un centre de contrôle technique moderne à Dakar, avec des bancs qui permettent effectivement de mesurer de la capacité technique des véhicules à circuler. Et il est démontré que quasiment aucun véhicule qui passe le contrôle technique à Dakar n'est impliqué dans des accidents mortels pour des défaillances techniques. Donc c'est un résultat appréciable. Donc ce ne sont pas des défaillances techniques. Ce ne sont pas des défaillances techniques. On va y revenir sur le comportement humain. Alors, ça fait sens effectivement d'étendre donc l'implantation de ces centres-là partout dans le pays. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Malheureusement, depuis 2-3 ans, donc, le processus de marché était en cours. Il y avait ce marché-là était frappé d'infructuosité. Mais là, je pense que le ministre l'avait dit, il l'a dit la dernière fois, donc, dans une chaîne télé de la place, que dans les 6 prochains mois, Inch'Allah, donc le pays verra dans toutes les régions donc, des centres de contrôle technique avec des bancs qui permettront effectivement de juger de la capacité technique des véhicules à circuler. Ça, c'est un. Deuxièmement, toujours sur la sécurité des véhicules, c'est le renouvellement du parc des véhicules de transport public, de passagers, extrêmement vétustes, de passagers comme de marchandises. L'âge est très avancé, la qualité fait défaut, ce qui fait qu'effectivement l'État a mis en place ces programmes. Récemment, vous avez vu, on a enclenché le processus de renouvellement de cette place. On l'a vu à la télé la dernière fois, il y a 3 semaines. Donc le processus est enclenché, sans compter effectivement tout ce qui a été fait en urbain avec l'AFTU, avec le renforcement qu'on est en train de faire. Mais vous savez que c'est très difficile, vous étiez à la direction des transports. Ah oui, c'est très difficile. C'est très difficile, mais l'État a vu, effectivement, donc a mis en place l'outil qui permet effectivement d'intensifier et d'accélérer le processus de renouvellement. C'est le Fonds de développement des transports terrestres. Est-ce que les conducteurs de car rapide, de Djangaya et autres des 7 places sont vraiment dans des dispositions pour renoncer à ces véhicules-là électriques? Est-ce qu'ils sont vraiment envoyés à la casse? Non, c'est ce que se disent en tout cas beaucoup de Sénégalais. Ah non, ils sont envoyés, bon, ça c'est l'urbain, ils sont bien entendu envoyés à la casse. Ce qui se passe dans l'urbain, on avait recensé, bon, je suis bien placé pour en parler, parce que je gérais ce programme. Absolument, c'est pourquoi vous êtes revenu avec des barbes blanches, là, on comprend. Les transporteurs, c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Donc on avait recensé, déjà en 2005, on avait recensé 2558 cars rapides Ndiaga Ndiaye, qui avaient une licence urbaine.
la licence urbaine permet d'exploiter dans ce segment de marché. Ok, donc on a commencé à faire le renouvellement avec les Tata et en bloquant la délivrance des licences en milieu urbain à Dakar, jusqu'à épuiser ce stock. Actuellement, sur les 2558, nous sommes au bout du tunnel. On a presque terminé parce que les 400 qui restent, c'est en cours de... vous avez vu la cérémonie... De renouvellement. C'est en cours de renouvellement. C'est 400 qui restent sur les 2500. D'ailleurs, on a même commencé à renouveler les premiers véhicules qu'on avait mis en circulation avec les premiers Tata en 2005. Oui, le renouvellement a commencé. Oui. Donc maintenant, les Ndiaganya et cars rapides que vous voyez, même en DK, n'ont pas la licence urbaine. Ils ont une licence interurbaine. Ils ne doivent pas exploiter dans le marché de Dakar. Vous avez vu? Donc, parce que la tendance a changé, d'autant plus que les moyens de transport qui sont utilisés en interurbain, c'est des grands bus, c'est d'autres moyens, ce ne sont plus les Ndiaganya et les Caribes qui sont utilisés pour faire le transport interurbain. Ayant perdu ce marché-là, ils se sont rabattus sur Dakar, d'autant plus que Dakar, la demande est beaucoup plus forte que l'offre quand même de transport. Ce qui fait que c'est un mal nécessaire qui est là. Le temps qu'effectivement d'avoir une offre beaucoup plus, donc on va dire, avec les transports de masse que nous allons mettre en place, le BRT, le TER, qui va permettre effectivement de mieux prendre en charge donc, la demande de transport à Dakar. Donc c'est ça. Donc les Ndiaganya et les Caribes que vous voyez, effectivement c'est des Caribes et Ndiaganya qui ont la licence interurbaine. Ils nous viennent de Thiès, ils nous viennent de Saint-Louis, ils nous viennent de l'interurbain pour venir en tout cas combler le déficit d'offres que nous avons ici à Dakar. Ça c'est sur la sécurité, toujours sur la sécurité des véhicules. J'ai parlé de renouvellement de parc, j'ai parlé de comment ça s'appelle, de contrôle technique, mais aussi il y a la régulation des pièces importées d'occasion, les pièces détachées importées d'occasion. La pneumatique, par exemple. L'essentiel des pneus qui sont utilisés par nos concitoyens, c'est des pneus importés d'occasion d'Europe, avec des conditions climatiques d'utilisation différentes. Exactement. Il y a des pneus pour les neiges, des pneus pour l'hiver, des pneus pour l'été. Mais les Sénégalais, en général, c'est ce qu'ils vendent, ne savent pas effectivement ces différentes caractéristiques de ces pneus-là. Ils vendent à tout venant comme ça. Et voilà. Comment on arrive à réguler, à contrôler tout ça? Soit d'interdire et de travailler avec les concessionnaires de pneus pour que les Sénégalais aient cette culture d'acheter effectivement des pneus neufs. Ou bien carrément réguler, depuis le port, réguler carrément l'achat et comment dire, former ceux qui vendent ces pneus-là, former les usagers, parce qu'on va y revenir sur la sécurisation des usagers. Donc faire des émissions pour montrer aux gens comment on utilise les pneus. Par exemple, pour gonfler les pneus, les gens vont mettre plus de 3 kg, 3 kg 500. Il n'y a aucun pneu qui peut prendre plus de 3 kg 500 ou 3 kg. C'est 2 kg, ça varie entre 2 kg 3 à 2 kg 9. Les gens se mettent 3 kg, 3 kg 5, et ainsi de suite. Donc les gens ne connaissent pas. Il y en a qui ne demandent même pas. Donc l'adhésion va poser beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Donc tout ça va participer à la sécurité du véhicule. La Naser va travailler dans ce sens-là. Ça va permettre effectivement de capacité et de... Et ça, c'est le troisième point. Parce que vous en avez le troisième point. Non, ça c'est le deuxième. Ça c'est le deuxième. Le troisième, c'est la sécurité des usagers. Par sécurité des usagers, c'est d'abord l'éducation à la sécurité routière. Nous allons... Donc nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'Éducation nationale pour inclure, depuis le préscolaire, les réflexes de sécurité routière. Les manèges, les jeux que les enfants font au niveau des préscolaires, des cases de petits, ce sera des manèges de jeux utiles, des circuits de véhicules, comment traverser une route, comment vous lire les feux tricolores, comment les inculquer dès le bas âge, donc ils vont grandir avec ça. Ça, c'est un premier programme. Même les jeux vidéo que les enfants font, nos différents enfants, ce sera des jeux de circuits de véhicules, de sécurité routière, etc. On va instituer cela. Très bien. Donc ça permettra effectivement de jouer. L'autre côté, sur la capacitation de l'usager, la sécurisation de l'usager. Les plus errants, les adultes. Les adultes déjà. Les adultes, c'est les auto-écoles. Les auto-écoles, c'est de refondre carrément le curriculum des auto-écoles en incluant des modules d'enseignement à la sécurité routière à ce niveau-là. Donc c'est pourquoi dans le nouveau code de la route, il est institué donc le passage obligatoire à l'auto-école pour avoir son permis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons deux systèmes. C'est ce qui passe par les auto-écoles, qui sont programmés pour les auto-écoles pour venir passer le permis de conduire. Est-ce que ceux qui viennent individuellement, donc en candidature libre pour se présenter à l'examen? On ne sait pas, on n'a pas
voilà, la certitude qu'ils ont déjà fait une formation. Parce que le passage, on le sait comme ça se passe actuellement, quand même. Mais il y a beaucoup de chauffeurs qui ne peuvent pas lire les indications. C'est des problèmes. Donc nous allons refondre tout cela, donc remettre des conditions en conformité avec le schéma harmonisé donc, sur les autres écoles de l'UEMOA, de la CEDEAO et même de l'Union africaine, la charte de l'Union africaine, pour permettre effectivement de capaciter et d'avoir des autres écoles aux normes qui vont permettre à tous les constituants qui veulent vraiment s'adonner à cette activité de conduite automobile, donc d'avoir une formation, d'avoir une capacité. Tout en sachant que, même si vous avez votre permis, les 2 premières années, vous êtes considéré comme toujours un apprenant. C'est pourquoi le code de la route, dans tous les codes de la route du monde, on vous met la lettre A derrière votre véhicule pour montrer que vous êtes débutant. Au Sénégal, on te met débutant, voilà. Tout en sachant que vous ne savez pas encore conduire. Même si vous avez le permis, partout dans le monde, vous ne savez pas encore conduire. 2 ans, c'est 2 ans après. En France, il y a un permis probatoire pour 2 ans. Et après 2 ans, vous avez un permis définitif. Dans tous les autres pays, c'est comme ça. Donc nous allons vers ça. Toujours sur le permis de conduire, c'est de refondre le système d'examen avec une application audiovisuelle. Éviter, supprimer le contact humain lors déjà de l'examen théorique. C'est des ordinateurs avec une application qui vont venir donc, examiner les candidats. Donc le candidat aura son code depuis l'autre école parce que le logiciel, donc il y a un logiciel qui sera installé dans toutes les autres écoles pour permettre déjà de vérifier la volumétrie. Chaque candidat doit avoir 20 heures ou 30 heures de théorie avant d'être programmé à l'examen. Pour s'assurer de cela, avec la biométrie, avec nos permis biométriques, là, avec la biométrie déjà, c'est depuis l'autre école qu'on va commencer la biométrie. À chaque fois que vous venez pour faire votre cours, vous ouvrez votre session avec votre biométrie, on saura que vous avez fait votre cours. Après 30 heures, la direction des transports saura effectivement que tous ces candidats, Alain Badra, Sarah, tout ça... Est-ce que cela ne demande pas quand même un certain niveau d'études pour pouvoir maîtriser tout ça? Parce que il est très, en fait... C'est ça. Ça ne nécessite pas parce qu'aujourd'hui, avec l'alphabétisation, avec les 6 langues codifiées, donc l'application sera conçue comme telle. Il y aura les 6 langues codifiées qui permettront, parce que nous, on avait déjà traduit le code de la route dans ces 6 langues-là. Il suffit maintenant, dans l'application, de développer des modules avec ces langues-là, et c'est ce qui est en train d'être fait en ce moment. Donc, dans les prochains mois, vous allez voir qu'effectivement, donc depuis l'autre école, vous allez dire, moi, je vais apprendre à conduire le code de la route, je vais l'apprendre en arabe, ou en français, en wolof, en diola, en serer, ainsi de suite. On te donne un code avec ça. Vous allez étudier avec ça. À l'examen, devant votre machine, vous sélectionnez votre langue. Vous commencez à être examiné, on te montre des situations de conduite. Après, avant de quitter la salle, donc la machine vous donne votre résultat en théorie. En pratique. C'est des solutions structurelles, à la longue, dans l'immédiat, maintenant et tout de suite. Qu'est-ce qui va être fait ou qu'est-ce que vous allez faire justement pour pouvoir agir tout de suite sur ces accidents qui Je vais y revenir dans l'immédiat parce que permettez-moi juste très rapidement, allez-y, oui. De terminer les piliers là. 7h29, allez-y. Non, c'est fini, c'est presque fini. Oui. Donc, sur l'examen pratique aussi, c'est des circuits avec des équipements, des véhicules donc équipés de caméras et de GPS qui permettent de voir toutes les situations, tout l'environnement de l'apprenant, ou bien en fait du candidat et de l'examinateur. Les fausses manœuvres, tout ça. Donc si aujourd'hui le moniteur, ou bien en fait l'examinateur veut vous donner un bon résultat, alors que nous on a tout vu, que vous ne pourrez pas avoir ce bon résultat-là. Donc ça c'est pour vraiment jouer sur la capacité. Éviter les cas de corruption. Les cas de corruption et tous les autres aspects. Donc ça c'est la sécurisation des usagers. Maintenant, on a informé. C'est la sensibilisation. La sensibilisation, c'est les campagnes que nous sommes en train de faire. Les campagnes, la minute de la sécurité dans toutes les télés. On va signer des conventions avec toutes les télés. La minute de la sécurité après les heures d'audience. Donc, comme on a dit, vraiment informer et sensibiliser les concitoyens sur les pratiques d'insécurité. Ça, on le fera. Ça, c'est pour la sensibilisation. Oui. Après avoir sensibilisé, ce qui reste, c'est le contrôle et la sanction. C'est surtout ça, la sanction. Voilà, exactement. C'est pour venir à la question de ça. Très rapidement, en une minute. Cela nous semble extrêmement important. C'est la sanction. Parce qu'on trouve même que les peines qui sont appliquées aujourd'hui sont très légères. Même aujourd'hui, si on n'avait pas mis en place la NASER, si on n'avait pas encore mis en place de politique pour sécuriser, ainsi de suite, à l'état actuel du Code de la route, si ces sanctions-là sont appliquées rigoureusement,
je pense que ça pouvait avoir un impact sur le changement de comportement. Donc nous appelons effectivement à un contrôle et vraiment que les contrevenants ou les délinquants, parce qu'il y a certaines choses qui relèvent du délit et d'autres choses qui relèvent effectivement d'une simple infraction, que ces contrevenants-là soient sanctionnés, donc des peines qui sont prévues par la réglementation en vigueur. Donc renforcer le contrôle routier. Donc aujourd'hui, je pense que vous avez entendu le général Moussa Fall, vous avez entendu le directeur général de la police nationale pour une remobilisation des forces de défense et de sécurité pour permettre effectivement de faire changer, dissuader les contrevenants dans ce sens-là. Il n'y a que ce contrôle-sanction aujourd'hui et demain qui permettra effectivement d'accompagner cette batterie de mesures, cette politique, parce que tout ce que nous sommes en train de dire, c'est déjà la vision et la politique. Ça prend un peu de temps pour sa mise en œuvre. Mais dans l'immédiat, ce qui est à notre portée, c'est de renforcer ce contrôle routier-là. Et l'autre pilier, pour terminer, c'est déjà la post-accidentologie, la prise en charge des victimes d'accidents. Capacité les sapeurs-pompiers, capacité les services d'accueil d'urgence au niveau sanitaire pour la minute d'or. Dans certains corridors, il est même prévu, effectivement, donc la question d'hélico médicalisés. Si certains corridors, par exemple, c'est le corridor de Dakar-Bamako, en cas d'accident, que l'intervention soit rapide pour pouvoir sauver des vies. Ensuite, il y a la prise en charge universelle des victimes d'accidents, donc avec le fonds de garantie automobile. Aujourd'hui, le fonds de garantie prend en charge les victimes pour défaut d'assurance ou en tout cas délit de fuite. Nous disons, comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, cette réforme-là en Côte d'Ivoire, c'est universellement de prendre en charge toute victime d'accident. Et après, voir est-ce que c'est assuré, est-ce que c'est voilà, mais que ça soit pris en charge. Donc ça, c'est aussi une activité qui est à notre portée que nous allons faire. Et la dernière activité, c'est la gestion des données d'accident. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire avec certitude combien de morts il y a. Parce qu'aujourd'hui, nous comptabilisons les morts sur le coup. Ce qui se passe sur le système sanitaire, parce que ceux qui sont évacués à l'hôpital, et qui décèdent après, un mois après, parce qu'au niveau mondial, bon, ce n'est pas le propre du Sénégal, c'est le propre de tous les pays du monde. Maintenant, on s'est accordé pour dire, pour cette année, pour tous les pays du monde, de considérer jusqu'à 30 jours pour comptabiliser, faire le suivi donc, des victimes au niveau du système sanitaire et avoir des statistiques définitives donc, sur un accident, faire des rapports vraiment exhaustifs pour avoir une banque de données assez exhaustive. C'est pourquoi nous, la banque de données que nous sommes en train de mettre en place en ce moment, qui est en cours de conception, ça englobe donc, le ministère de la Santé, le ministère des Forces armées, la police et le ministère des Forces armées, la gendarmerie, le ministère de l'Intérieur, c'est la police et les sapeurs-pompiers, et le ministère des Transports. Donc, c'est une application avec des interfaçages qui permettra d'alimenter à temps réel les données d'accident. Aussi, il y aura des applications smartphone. Sarah est témoin d'un accident, Ali Badra, la dernière fois, est témoin d'un accident, peut filmer ou bien juste photographier, mettre dans l'application, charger au service effectivement de recouper et de vérifier et de confirmer cette information. Et susciter la réaction. Et donc, par le biais du commandement territorial, les gouverneurs, les préfets. Voilà. Merci beaucoup. Le sujet n'est pas épuisé, passionnant. C'est un sujet qu'on ne peut pas épuiser. J'ai énormément de questions, mais bon, Ban aussi, j'imagine. Dans la deuxième partie, on reviendra aussi, pourquoi pas, sur l'arsenal répressif. Les Sénégalais disent qu'il faudrait davantage le corser, sur aussi les conditions de délivrance du permis. Est-ce qu'on ne devrait pas exiger un certain niveau d'études? Pourquoi pas le CFE ou bien son équivalent en arabe? Donc voilà, autant de pistes qui sont aujourd'hui agités par l'opinion. Merci d'être avec nous. Restez sur ce plateau. On reviendra sur tout cela dans la deuxième partie. Bon, on n'a plus beaucoup de temps pour le clip du jour. On va regarder quand même un petit extrait et on va enchaîner avec le bulletin d'info dans la dernière partie. Un autre sujet passionnant et intéressant nous attend. On va parler d'effondrement de bâtiments avec les conseils de notre expert en plateau, Tafa. À tout de suite. Message de sensibilisation ce matin également avec Daraji Family. La vie, elle est chère. Attention donc sur nos routes, roulons avec prudence et levons le pied sur l'accélérateur, respectons le code de la route. Merci pour ce message. On passe au bulletin d'info. Restez avec nous. À Yeumbeul Sud, dans le nouveau département de Keur Massar, le président de la République est venu présenter ses condoléances et celles de la nation
suite au rappel à Dieu de l'imam Moustapha Gueye, président de l'Association des imams et oulémas du Sénégal depuis 1985. Une perte pour tout le peuple, un symbole pour le Sénégal, un intellectuel accompli, calme et pondéré, humble et disponible, témoignage de l'imam El Hadj Omar Diène, proche collaborateur du défunt. El Hadj Moustapha Gueye était un grand éducateur de dimension exceptionnelle, maître du savoir en théologie, expert dans tous les domaines d'interprétation des textes islamiques et de la sunna du prophète alayhi salam. Grand animateur des émissions religieuses à la RTS Kaddoul Islam, journaliste de formation en langue arabe. Une brillante étoile de son époque, un génie du savoir, il avait un franc-parler sans barrière, ne garde aucune haine ni rancune envers personne. Moustapha Gueye est connu pour son franc-parler, sa sagesse et ses connaissances des différentes branches islamiques. Devant sa famille et devant les responsables de l'AIOS, le président Macky Sall a exprimé sa peine et sa compassion à la douleur de toute la Oumma islamique. Moustapha Gueye était un érudit en islam, témoigne le président Macky Sall, qui a salué sa mémoire et présenté, à son nom et au nom du peuple sénégalais, ses condoléances à sa famille et à la Oumma islamique. Au nom de la famille biologique et spirituelle du défunt, Cheikh Mouhamadoul Makhtar Gueye a remercié le chef de l'État pour son déplacement, qui relève d'une démarche de foi, mais aussi pour son soutien constant à la famille dans la prise en charge médicale du défunt, tout comme les diligences relatives au rapatriement de la dépouille et à son acheminement jusqu'à Tcharène, dans la région de Matam. Des prières ont par la suite été formulées pour que Allah accorde sa grâce aux défunts, prières également pour un Sénégal de paix, uni et prospère. Les cancers du sein et de l'utérus constituent de graves menaces sur la santé des femmes. Chaque année, le mois d'octobre est consacré à la lutte contre ces fléaux en progression. Les cancers gynécologiques, particulièrement le cancer du sein, sont en train aujourd'hui de gagner du terrain. Mais également, les taux d'incidence et de mortalité devraient augmenter de plus de 40% d'ici 2030. Depuis une douzaine d'années, la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer et d'autres associations portent le combat. Cette année, l'accent est mis sur l'engagement communautaire avec le top départ sifflé à Keur Massar. Il n'est pas concevable de renoncer à cette campagne malgré les difficultés financières. Le cancer du sein n'est pas entre parenthèses. Cette année, encore près de 1817 cas seront détectés au Sénégal. Votre présence ici montre l'importance que vous accordez à la santé et votre souci constant quant à l'amélioration du bien-être des populations et surtout du couple mère-enfant. Venu présider la cérémonie, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a rappelé les efforts de l'État avant et pendant la maladie. Des initiatives de gratuité ont été prises et les moyens de lutte améliorés. 70 centres de dépistage et de traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus ont été installés, permettant ainsi l'intégration du dépistage du cancer du col de l'utérus. Pour l'aide au diagnostic, la mammographie sera facilitée au-delà de la période d'octobre rose. C'est une directive majeure du chef de l'État. Durant tout le mois d'octobre rose, le coût sera ramené à 15 000 francs pour renforcer la détection. Nous sommes en train de faire ce qu'on appelle une étude de restructuration des coûts pour maintenir ces 15 000 francs. Pour couronner le tout, un centre national d'oncologie verra bientôt le jour, mais la prévention et le dépistage précoce restent les meilleurs atouts pour échapper au cancer. Lorsque le cancer du sein est dépisté à un stade précoce, qu'un diagnostic est établi et qu'un traitement approprié est effectué, les chances de guérison sont grandes. Dr Marie-Khémesse Ngom Ndiaye a fait le tour des espaces de prise en charge et de vaccination. Pour les femmes adultes, un matériel simple permet de dépister les lésions précancéreuses. Quant aux très jeunes filles, depuis 2018, elles peuvent se faire vacciner contre HPV pour se mettre à l'abri du redoutable cancer de l'utérus. El Hadj Malick Sy s'est éteint en 1922 à Tivaouane, où il fut inhumé dans sa zawiya. Il repose dans ce mausolée à côté de son fils, Mame Mansour Sy, père de l'actuel khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour. À droite du mausolée,
repose Mam Habib Sy Malik, fils de El Hadj Malik Sy, ainsi que sa maman, Sokhna Safiatou Niang. Juste à côté repose Oumou Kalsoum Sy Malik, Sokhna Fatou Sy Malik et Serigne Moustapha Sy Dabakh. Derrière moi, vous voyez la tombe de Seydi Hadj Malik. Mais à première vue, l'on se pose des questions par rapport à l'emplacement de la tombe à l'intérieur de la Zawiya. Lorsque l'on construisait cette Zawiya, Seydi Hadj Malik lui-même était en vie. Le lieu était composé de plusieurs éléments. C'était très étroit et du coup, Dabakh, son successeur, l'a agrandi ainsi. Maam Seydi El Hadji Malick daal nekk na fi di fi nekk ak xalifa mu tëdd ba Seydi Aboubacar Sy radiyallahu taala anhu lépp lu mës a def moom Maam Seydi El Hadji Malick fii la koy defee muy burdu. Le lieu est très important pour Maodo. Toutes les activités qu'il initiait se tenaient ici, dans cette Zawiya, bord de Gamou ou toute autre activité. Après sa mort en 1922, ses héritiers ont poursuivi son œuvre. Ils ont maintenu la tenue des Gamou au même lieu jusqu'en 1957 et même au-delà. Aujourd'hui, il continue sur les mêmes traces et les mêmes œuvres par la grâce de Dieu. ak doomam yu tedd Cheikh Seydi Mouhamed Mansour borom daara ji Cheikh Seydi Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum Sëñ Abdou Aziz Al Amin ñu di ko defandoo fii fa tabarakallahu nga xam ne fii la ko Seydi Hadj Malick daan defee. Derrière la Zawiya de El Hadj Malick Sy se trouvent les mausolées de Mam Abdoul Aziz Sy Dabakh et de Serigne Babacar Sy. gis nga jumaa ji tabarakallahu ba fi Seydi Hadj Malick defee ba léegi ba fii may wax yow nii 1902 ba léegi. Cette mosquée a été construite en 1902 par Seydi Hadj Malick lui-même. Aujourd'hui, on célèbre le centenaire de sa mort et c'est en ce moment que l'on se rend compte véritablement de toute la dimension de l'homme. Ses vœux et toutes ses prières ont été exaucées telles qu'il l'a demandé au bon Dieu. La récompense suprême dans l'au-delà était véritablement son souhait. Seydi Hadj Malick ni yàlla nag lépp loo xamante ni nar nga ma ko jox dencal ma ko ba ëllëg. El Hadj Malick Sy a invité à la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il a fait du Gamou de Tivaouane une occasion de rappeler les péripéties du meilleur parmi les hommes, de l'obligation de le suivre et de l'aimer. Lavage à grande eau, doublé d'un grand coup de balai. Ambiance particulière dans la grande mosquée de Medina Baye et ses environs. Aujourd'hui, les disciples se sont mobilisés pour rendre propre ce lieu de culte. Un lieu qui reçoit beaucoup de monde, surtout en période de Gamou. Chaque année, on trouve une participation massive des disciples de Cheikh Ibrahim à cette journée, mais également de plusieurs associations qui œuvrent en même temps dans le développement social et également avec nos guides qui nous accompagnent dans ces travaux-là par leur prière. Le premier jour consistait à un nettoyage général des différentes artères qui abordent la grande mosquée. Et ce jour-ci concerne exclusivement l'intérieur de la mosquée, en commençant par le mausolée de notre cher guide Cheikh Ibrahim Niass, pour terminer par les toilettes, mais également l'esplanade. Plusieurs mouvements et associations des jeunes de la Fayda se sont retrouvés pour participer à cette activité. Notre objectif est juste khidma. C'est ce qui nous amène ici, en collaboration avec Barham Corporation, dans ce moment, ou bien dans cette activité de Sersetal, en prélude de la préparation du Gamou international de Medina Baye. Nul ne doute que Medina Baye accueille beaucoup d'autres qui viennent de partout dans le monde. Donc, raison pour laquelle nous devons donner une belle image de cette noble cité que nous chérissons tant. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. Les hommes ne sont pas les seuls à manifester leur disponibilité. Les femmes aussi sont bien représentées à ce rendez-vous. Au même titre que les hommes, nous aussi on est là en tant que femmes pour participer à ce grand nettoyage qui est aujourd'hui ici. Parce que vous savez que c'est bientôt le Mawlud, Inch'Allah, pour célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on est très contents. À Medina Baye, l'heure est au dernier réglage. Et voici la tente qui abrite la célébration de la naissance de l'élu des hommes, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous sommes depuis le 25 ba léegi ñu ngi ci matuwaay di ko
Nous sommes actuellement en train de faire les finitions car nous avons commencé les travaux depuis le 25 du mois passé. Rappelez que cette tente a été installée ici par Feu Serigne Mamou Niasse et après l'électrification de la tente, on procède immédiatement à la décoration avant de poser la sonorisation. Toujours dans cette dynamique, certaines maisons sont en train de faire peau neuve. Au même moment, la Société nationale d'électricité est à pied d'œuvre pour non seulement procéder au renouvellement des poteaux, mais aussi renforcer le réseau électrique, tout comme la Sonatel. Tache tenace, stop! Découvrez le pouvoir de la vitamine C avec le sérum anti-tache vitamine C de Garnier. Un sérum hautement concentré qui pénètre en profondeur pour réduire les taches de 43%. C'est cliniquement prouvé. Le teint est unifié et éclatant dès le 6e jour. Nouveau sérum anti-tache vitamine C de Garnier, par Garnier, naturellement. 7h48, nous sommes toujours en direct et si vous nous rejoignez à l'instant, bienvenue. Bon début de journée en notre compagnie et surtout, ne zappez pas. Tafa arrive pour sa chronique juste avant. Je voudrais souhaiter une excellente journée à tous nos compatriotes qui nous regardent depuis le Congo-Brazzaville. Alors aujourd'hui, 2 octobre, aujourd'hui c'est le 3 ou le 2 ? 3 ? On est le 3 aujourd'hui, non ? Donc hier, c'était donc le 2, une journée d'investiture du président de la communauté des Sénégalais au Congo. En son nom, Monsieur Bokar Sakho, c'est le président bien sûr, sous la présence du délégué de son Excellence, l'ambassadeur Aboulo, mais aussi les invités et autres communautés, Mali, Guinée, Gambie, Mauritanie. Et comme vous le savez, le président nomme la présidente des femmes et de la jeunesse. Le président des femmes, la présidente des femmes plutôt, c'est Madame Biguetiam. Le président des jaunes, Aboudé. Le bureau exécutif est composé de 9 membres, dont il est le secrétaire administratif. Il s'agit de Mamadou Omarsi qui nous a envoyé ce message. Merci beaucoup et puis on vous souhaite une excellente journée depuis le Congo-Brazzaville. Merci de bien représenter notre pays là-bas aussi. Et puis nos félicitations à ceux-là qui ont été élus. Tafa, on passe à ta chronique maintenant. Oui, on va parler d'effondrement de bâtiments, énième effondrement en quelques jours, parce qu'il faut noter rien que pour le mois de septembre, on a dénombré 3 à 4 effondrements de bâtiments. Cette fois-ci, ça s'est passé au niveau de Kaolack. Donc, qu'est-ce qui s'est passé réellement et quels sont que doit-on prendre en compte pour pouvoir éviter ces types d'effondrements? Est-ce que nos bâtiments répondent aux normes de construction? Est-ce que nos bâtiments sont vétustes? Mais ce qu'on note souvent actuellement, c'est des bâtiments qui sont en construction qui s'effondrent. On a des bâtiments neufs qui s'effondrent actuellement. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Donc, on va d'abord suivre le reportage de Claire Diop à Kaolack pour voir l'effondrement à Kaolack. Après, on va revenir sur les solutions. Très bien. C'est une partie de ce bâtiment de 3 étages qui s'est effondré sur une autre maison en plein jour. Le drame a eu lieu à Angle-Laobé au quartier Toubandorong Extension, à quelques 700 mètres de la station de pompage des eaux pluviales de Kharoun. Le bilan est lourd, 18 victimes dont 4 décès sur le coup et 14 blessés admis à l'hôpital régional de Kaolack pour des soins adéquats. Nos secours ont été alertés hier à 13h03 pour un effondrement d'un bâtiment R+3 à Kaolack, plus précisément au quartier Ndorong. Nos premiers engins sont arrivés sur les lieux à 13h15 et effectivement la situation initiale s'est confirmée. Et aussitôt on a lancé les opérations de recherche, ce qui nous a permis de sortir d'abord 14 victimes, toutes vivantes mais dans un état grave. Et après, en poursuivant les recherches, on a pu sortir des décombres 4 corps sans vie, malheureusement. Dans le quartier, c'est la tristesse et la consternation. 4 membres d'une même famille, le père, la mère et 2 des enfants de bas âge partis à jamais. Le film du drame nous est expliqué par l'un des locataires de la maison. Ma femme fait partie des blessés. Elle était ici avec d'autres membres. Quand on a entendu du bruit, c'est très difficile. Nous n'avons pas où aller. Les petits-enfants sont amenés ailleurs. En attendant, les femmes étaient dans la cuisine, en train de cuisiner. Vous voyez l'état de la maison. Les toilettes et la cuisine sont détruites. Nous avons perdu nos animaux. L'eau coule de partout. Les tuyaux sont gâtés.
aussi, nous n'avons pas les moyens pour enlever ces tas de pierres. Il nous faut de l'aide. Les maisons, du moins ce qu'il en reste, sont désormais inhabitables. Tout le matériel à l'intérieur est détruit. Nous voulons une intervention rapide pour voir comment faire pour reconstruire la maison. Tout est détruit. Dans les chambres, on n'a rien pu récupérer. La télé, le lit, l'armoire, tout est resté dans les décombres. C'est très difficile pour toute la famille. On ne sait plus où donner de la tête. Une enquête est ouverte pour élucider les causes de l'accident. Cet effondrement n'est pas un cas isolé ici à Kaolack. Le drame remet sur la table la question de la sécurité des bâtiments. Et selon les populations locales, il est plus que temps d'ouvrir la réflexion, de trouver les failles et de proposer des solutions durables pour que plus jamais on ait à vivre ce genre de choc. Des images difficiles, une pensée encore une fois pour les familles des victimes, et l'État a dépêché sur place une délégation justement pour aider à la prise en charge. Mais Tafa, quand on voit tout un bâtiment qui s'effondre comme ça, où se situe la responsabilité ? Déjà, si le bâtiment est vétuste, déjà, on peut s'attendre à ça. Parce que des fois, il y a des signes. Un bâtiment ne s'effondre pas comme ça. Des signes, c'est quoi? C'est des fissures? Non, souvent, on voit des fissures. À partir des fissures, on peut diagnostiquer le bâtiment pour savoir où se trouve le problème. C'est-à-dire que si on a des fissures tout au long des poutres, et par exemple des poutres et des poteaux, là, on sait que c'est au niveau de la fondation. On a des défauts au niveau de la fondation. Quand c'est au niveau de la dalle, on peut savoir si, par exemple, c'est par rapport à la structure de base, c'est-à-dire par rapport à l'acier, ou peut-être que c'est pas trop par rapport au coffrage qui sont de manière très concrète, quand on voit une fissure au niveau du plafond ou d'un mur, à quel moment est-ce qu'il faut se dire, là, on est vraiment en danger, il faut appeler, parce que les gens laissent traîner parfois, on se dit, c'est pas si grave. Non, ça dépend des types de fissures, comme je l'ai dit en amont. Par exemple, le cas le plus grave, c'est-à-dire si vous voyez des fissures tout au long des poteaux, longeant aussi les poutres. Donc là, on a un tassement différentiel au niveau de la fondation. Donc il y a dénivellement, donc il y a rupture. Donc là, il faut agir très tôt. Par exemple, au niveau de la dalle, quand on voit aussi des fissures au niveau des poutres de la dalle, là, on sait qu'il y a problème. C'est-à-dire que ce sont les structures de base. Quand on parle de structures de base, ce sont les structures en béton armé. Si on retrouve des fissures là-bas, c'est extrêmement grave et là, on doit agir. Est-ce qu'il y a moyen de corriger tout ça? Non, des fois, c'est depuis la conception. Parce que déjà, on a des problèmes de sous-dimensionnement au niveau de nos fondations. Parce que quand on parle de bâtiments, donc on parle de dimensionnement des semelles. Mais malheureusement, au niveau de nos bâtiments, par exemple, vous voyez, toutes les semelles ont les mêmes dimensions, souvent, avec nos maçons. Ils te disent qu'on a des semelles de 90 pour tout le bâtiment. Alors que ça doit être calculé pour chaque partie de la maison. On doit connaître la descente de charge pour pouvoir dimensionner les semelles de la fondation. Donc, on a des problèmes de dimensionnement. Mais aussi, on a des fois des problèmes de détournement d'objectifs. On peut venir sur un bâtiment à usage d'habitation qui est dosé, par exemple, pour le mètre carré de la dalle, le mètre carré doit recevoir 150 kilos, le mètre carré. Et quelqu'un prend la maison, transforme pour en faire, par exemple, un magasin de stockage. C'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. La charge est trop importante. Voilà, parce que pour les magasins de stockage, par exemple, on doit dimensionner à 600 kg par mètre carré. Alors que pour habitation, c'est 150 kg par mètre carré. Et là, ce n'est pas la faute de ceux qui ont construit, ni du maçon, ni des professionnels sur place. C'est l'utilisation qu'on en fait. C'est l'utilisation qu'on en fait. Souvent aussi, pour un bâtiment neuf, on coule la dalle et après, on veut immédiatement attaquer la partie supérieure. Et là, on stocke aussi des matériaux là-bas, du sable, on stocke aussi des briques. Donc, jusqu'à avoir plus d'une tonne de poids sur la dalle, alors qu'on a... parce que pour à usage d'habitation, au maximum, on aura 200 kg par mètre carré. Et là aussi, on a plus... On fait des élévations. On fait des élévations. Premier niveau, deuxième niveau. Et puis, l'ennemi du bâtiment, c'est l'eau. Donc, il faut l'étanchéité. Et c'est ce qui habite aussi à proximité de la mer. Ou par exemple, on est à Kaolack, par exemple. À Kaolack, voilà. Le bâtiment aspire l'eau et le sel. Le chlorure de sodium qui s'attaque à l'acier. Donc là, il y a problème. Donc là-bas, l'enrobage qu'on doit faire sur le bâtiment, c'est-à-dire l'ancrage du béton au niveau des poteaux, on ne doit pas utiliser la même dimension, par exemple, à Kaolack ou bien près de la mer qu'à l'intérieur du pays. Donc là, on doit pouvoir protéger l'acier. Si l'acier n'est pas protégé avec le sel, le chlorure de sodium, donc avec... la réaction chimique, donc ça se corrode très vite et après on a des
la carbonisation du béton, puis des fissures et après des effondrements. Les responsabilités sont finalement partagées. Parfois, c'est dès la conception avec ceux qui construisent ces bâtiments et parfois, c'est l'utilisation que l'on en fait tout simplement. Souvent, c'est dès la conception. Et puis la partie pauvre du génie civil qu'on oublie souvent et qui est indispensable dans le bâtiment, c'est la géotechnique. Donc, on doit savoir maîtriser le sol sur lequel on doit poser le bâtiment pour pouvoir déterminer le type de fondation qu'on doit mettre pour la maison ou bien pour le bâtiment. Si on n'arrive pas à faire cela, on aura souvent des problèmes parce qu'on aura des problèmes de sous-dimensionnement. Merci beaucoup, mon cher Tafa, pour toutes ces explications. C'était très clair. On termine le magazine. On a 3 minutes. On va réinterroger notre invité, Cheikh Oumar Gueye. Je voudrais juste saluer Awa Sarr, qui était la directrice de l'ONG Laser International, qui travaille avec vous également. C'est des partenaires, c'est des gens qui connaissent bien le secteur également et qui veulent intervenir. 3 minutes, 3 questions sur la vidéo-verbalisation. Sur est-ce que vous disposez aussi de pouvoir de police pour être beaucoup plus efficace sur le terrain. Et aussi la régulation voilà, des heures de circulation. Alors, quelles sont les dispositions que vous avez fini de prendre? Alors, sur la vidéo-verbalisation, sur le contrôle routier, on l'a commencé avec l'autoroute à péage. Donc, la section, Padoua, on va dire Padoua-Diamniadio, avec Eiffage. Donc, il y a l'acquisition d'un dispositif radar qui permet effectivement de capter plusieurs infractions à la fois et envoyer les infractions sur le numéro de téléphone des contrevenants, parce que les plaques peuvent être lues et la base de données d'adhésion des transports est assez fiable pour cela. Donc, on va généraliser effectivement dans toutes les grandes artères, les nationales et donc les corridors, donc la mise en place de vidéo-verbalisation. Le cas a été expérimenté au Maroc et en Côte d'Ivoire et ça permet de réduire de 38% les accidents mortels. Donc, parce qu'à chaque endroit, on ne peut pas mettre des policiers ou des gendarmes pour contrôler. Ça, c'est un. Donc, sur oui, on a dans notre mission donc, un pouvoir de contrôle routier, mais en appui, en fait, à la police. Avec la police et la gendarmerie qui vont nous appuyer dans ça. C'est des opérations coup de poing, c'est le renforcement de ce contrôle routier avec ces dispositifs. Mais vous ne pouvez pas sanctionner, c'est toujours la police qui sanctionne. C'est leur prérogative propre, c'est eux qui sanctionnent, c'est eux, voilà. Mais nous allons donc aider à l'application. La régulation des heures de circulation. Oui, la régulation des heures de circulation dans tous les pays du monde. Donc les gros porteurs ont des horaires de circulation. Donc le gouverneur avait pris un arrêté. Je pense que c'est le lieu. Et les gros bus aussi. Oui, et les gros bus. Non, en fait, les gros bus. Il y a la régulation des horaires de circulation qui va nous permettre effectivement de juguler effectivement ce mouvement qu'on a, le transport nocturne qui est un peu dangereux parce que les routes ne sont pas assez éclairées, signalisées, la visibilité est réduite, donc surtout en période de pluie, ainsi de suite. Donc il y a ces choses-là, mais quand même, il faut toujours insister sur le respect des dispositions du code de la route. C'est le comportement humain qui est incriminé pour 90% des causes d'accidents. Les derniers accidents que nous avons constatés, c'est des cas de dépassement dangereux, c'est des cas d'excès de vitesse qu'on pouvait éviter. Donc ça, on ne peut pas indexer le véhicule, on ne peut pas indexer l'infrastructure routière. C'est le comportement humain. Et pour sévir, il faudra contrôler et sanctionner et ne pas avoir de faiblesse sur la sanction. Tant qu'on n'a pas ça, on ne pourra effectivement pas gagner cette lutte des accidents mortels, donc c'est le réseau routier. Merci beaucoup, Cheikh Oumar Gueye. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ANASER, l'Agence nationale de sécurité routière. Je ne peux pas refermer ce magazine sans avoir une pensée pieuse pour celle-là qui réveillait les populations de Ziguinchor, la RTS 4, Casamance. Tu l'as bien connue, Koumba. Elle animait la matinale, c'est ça, elle nous a malheureusement quittés hier. Oui, on a travaillé pendant 8 ans et puis ça a été toujours une grande professionnelle, très dégourdie. Et puis aujourd'hui, qui est décédée hier, Koumba Sidibé, d'une longue maladie. Donc, nous présentons nos condoléances à toute sa famille, à Ziguinchor, à toute la RTS 4 Casamance. Je pense à Blaise Sinkare, je pense à Lalla, sa grande sœur, à Diara, Mam Diara, sa fille, à Serigne Baké, et puis à Mère Aomane, à toutes ces femmes avec qui elle a eu à travailler au niveau de la RTS 4 Casamance. Toutes nos condoléances. Nous sommes très émus de parler d'elle parce que c'est une dame d'affaires, une dame qui aimait tout le temps travailler, qui chaque matin, comme Sarah, venait
à la RTS 4 pour animer la matinale Kasumay. Et ça, c'est un sacerdoce. Kumbis repose en paix. Merci à tous. Abdelaziz, merci beaucoup. Merci mon cher Alioune, merci Tafa. DG, merci. Bonne continuation. J'espère qu'entre-temps, tous les cheveux ne deviendront pas blancs parce que les accidents de la circulation, c'est autre chose aussi. C'est un autre stade. Deuxième invitation. Le deuxième carton. Et ensuite, on avance. Allez, à demain, 6h30 pour un nouveau Quinqueliba. Merci aux équipes techniques. On se retrouve demain. Restez sur les antennes de la RTS. I gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get the better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. Li lay bolé ci lépp li tax ba duñ la fàtte.